Nacida en Francia, Gaëlle Bogossian es una creadora escénica que ha transformado la manera de entender el teatro contemporáneo. Formada en la Escuela de la Comédie de Saint-Étienne, ha desarrollado una trayectoria que combina actuación, dirección y dramaturgia con un profundo interés por la experimentación visual y tecnológica. En 2004, cofundó Collective 8, una compañía que fusiona teatro, artes visuales, video y música para reinterpretar grandes obras de la literatura universal. Títulos como 1984, de George Orwell, Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, o Orestiada, de Esquilo, han cobrado nueva vida bajo su mirada, en montajes donde la estética digital y la reflexión dialogan con la emoción humana. El trabajo de Gaëlle Bogossian se distingue por su capacidad para conectar la escena con el presente, explorando temas como la vigilancia, la libertad, la memoria y la identidad desde una propuesta sensorial y poética. Sus creaciones se han consolidado como referentes de innovación artística en Europa. Hoy, en Pensadores Contemporáneos, Gaëlle Bogossian nos invita a repensar el teatro como un espacio de encuentro entre arte, tecnología y pensamiento crítico. Bienvenidos a Pensadores Contemporáneos. En esta ocasión tendremos una conversación con Gaëlle Bogossian, directora de escena francesa, dramaturga, actriz, adaptadora y cofundadora del Colectivo 8, Collective 8, junto con Paulo Corella. Bienvenida, Gaëlle, a la UNAM. Gracias. Es un placer y un honor tenerte con nosotros. También para mí. Tú trabajas hace 20 años en un espacio fronterizo entre el teatro, las artes visuales, las tecnologías digitales, y tienes una estética potente, poderosa y una poética realmente interesante. ¿Tú cómo defines tu teatro? Je le définirais en même temps de l'enfance, parce que ça vient vraiment de l'enfance, tout ça. J'avais des parents ouvriers, j'ai été élevée avec la télévision. À l'époque, les dessins animés, c'était des adaptations de grands romans avec des grands enjeux politiques aussi, du lexique, du verbe. Donc du coup, le verbe et l'image ont complètement fusionné dans mon imaginaire. Et puis après, on m'a demandé de grandir trop vite. Donc tout mon parcours est de revenir vers l'enfance, année après année. Et j'en suis à un endroit où finalement mon imaginaire est en place, il est cohérent, il est libre aussi, parce que j'ai une équipe derrière moi et dans mon partenariat aussi artistique avec Paulo Corella qui me permet vraiment d'accomplir mes rêves. Cette équipe-là, à chaque fois, je leur dis voilà, ça c'est ma vie rêvée. Ils savent qu'on ne l'atteindra jamais, mais peu importe. Cette vie rêvée, elle est là aussi pour tout le monde, et tout le monde va porter ce rêve-là. Et du coup, effectivement, quand je fais les adaptations, d'abord je choisis une œuvre pour ce qu'elle raconte, parce que le monde me traverse, parce que l'actualité me traverse, et que tout d'un coup, quelque chose m'a traversé plus fort que le reste. Et du coup, une œuvre va faire écho à ce choc avec le monde. Et à ce moment-là, je vais choisir une œuvre, je vais l'adapter, et quand j'adapte, j'écris des images, je mets des sons, j'écris déjà les passages musicaux, etc. Tout vient ensemble. Mais finalement, parce que je crois que mon imaginaire s'est forgé avec la télé, le cinéma, et que c'est comme ça que ça fonctionne en fait. L'image ne va pas sans le son, le verbe ne va pas sans l'image ni le son. C'est vraiment une sorte d'ensemble, d'orchestration en fait de l'imaginaire qui travaille en même temps. Quand j'écris les dialogues, quand je réécris les dialogues, quand je cherche la dramaturgie aussi, parce qu'en fait je vais choisir une œuvre parce qu'elle va elle va accueillir l'image et le son. Si une œuvre peut me toucher à un moment donné, mais que je n'arrive pas à trouver l'entrée, la porte d'entrée dramaturgique pour la vidéo et le son, je vais la mettre de côté jusqu'à ce qu'un jour,
un déclenchement, une rencontre, un film, une série viennent créer un partenariat en fait avec ce désir qui n'a pas été accompli à l'époque. Donc on va dire que cet univers-là, c'est l'univers d'un enfant en fait. ¡Wow! ¡Qué interesante! Que esta forma de creación realmente te viene desde tu formación en la infancia, ¿no? Todo esto que recibes me parece interesantísimo. Una de mis preguntas era justamente cuando estás adaptando, si estás ya pensando en la imagen, en el sonido. Acabas de comentar que así es, que si una pieza no te inspira a nivel visual, a nivel sonoro, y que tu adaptación va siendo también conjuntamente palabra, sonido, visualmente, imágenes, vas construyendo tu universo en la adaptación. No es que hagas una adaptación literaria y luego tus colaboradores sugieren, No puedo. no puedes, ya creas con la imagen, creas con Oui, et puis esta expansión. moi, je travaille pendant 1 an sur l'adaptation. Je ne fais pas que ça parce qu'on a plein d'autres spectacles qui tournent, etc. Mais pour donner une idée, quand j'arrive à la première lecture avec toute l'équipe, donc je suis plus seule à ce moment-là, j'en suis à 26 versions en règle générale, en moyenne. Donc j'ai une première version, je laisse reposer. Et puis je laisse le monde venir aussi faire écho à ce que je suis en train de faire. Je laisse, je reprends. Je partage aussi beaucoup avec Polo, puisque je vais commencer à essayer de, on va dire, créer un territoire commun. Il y a ma tête, il y a mon imaginaire, et puis il va y avoir le territoire commun que va habiter Polo avec les images, le créateur musical, la créatrice de lumière, etc. Donc il va falloir que je commence à ne plus être seule avec mon imaginaire et que je puisse le transmettre. Et à ce moment-là, oui, je commence à donner aussi des références cinématographiques, de séries. Il y a des très très belles séries, de très belle qualité aussi, ou des actualités, ou en tout cas tout ce qui me traverse, je commence à le transmettre. Polo, lui, commence à travailler, à me faire des propositions, mais ça, on est déjà 1 an en amont, à faire des propositions. Et puis on va comme ça aller en entonnoir, tous les deux, beaucoup, un peu avec le créateur musical, puisque ça va ensemble. Et le premier jour de la lecture, c'est le moment où le territoire va s'agrandir énormément. C'est-à-dire que là, tout le monde rentre, tout le monde est là. Le premier jour de la lecture, la créatrice lumière, la musique, la vidéo, la chargée de production-diffusion. Moi, j'ai besoin que ce soit un groupe, une famille qui aille porter ce rêve-là. Et pour le porter, il faut tout simplement transmettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et eux, ils vont aussi me renvoyer beaucoup de choses. Et quand ils vont me renvoyer des choses, je les observe beaucoup. Dans la lecture, je regarde, je les connais très bien. Et je vois bien leurs réactions. Quand je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas claires pour eux, parce que ce sont les premiers spectateurs. Et le spectateur est au centre de la création pour moi. Je trouve qu'on oublie trop souvent le spectateur. Il faut penser qu'il s'est levé tôt le matin, qu'il a travaillé, qu'il s'est dépêché pour aller au théâtre, qu'il a payé un billet, c'est sur son budget du mois. Il rentre dans une salle, on fait le noir, il faut l'accueillir. Donc dans tous les débuts de spectacle, c'est un moment pour dire ok, on oublie cette journée et on part sur un territoire commun, ce nouveau monde qu'on va tous habiter, l'équipe artistique. Parce que pour moi, il n'y a pas de différence entre la technique et les artistes. Les techniciens sont artistes, les artistes sont aussi techniciens. On travaille vraiment tous ensemble à cet endroit-là. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de domaine à part. Et tous ensemble, on va habiter un monde pendant 1 heure, 1h30, 2 heures, selon la durée du spectacle. Et je veux laisser personne sur le bas-côté de la route. Il y a des gens qui viennent de cultures différentes, il y a des gens qui viennent de générations différentes. Et d'ailleurs, c'est une grande fierté pour nous, dans le collectif Fuite, d'avoir des publics, j'aime pas dire public, des spectateurs, spectatrices, qui viennent d'horizons complètement différentes, de générations complètement différentes, des gens qui vont beaucoup au théâtre, d'autres qui n'y vont pas beaucoup, dont c'est la première fois.
que d'autres gens amènent. Et en fait, on a cette sorte de catharsis qui se crée aussi entre générations, entre cultures, entre horizons différents. Et pendant ce temps-là, on va vivre ensemble quelque chose de très fort. Et ça m'importe beaucoup. Donc le public va être au centre de la création. Donc les premiers spectateurs, spectatrices sont autour de cette table. Quand on lit la première version qui va être plus ou moins viable, puisque de toute façon, je vais retravailler, je vais écouter les comédiens. Je vais me dire, ah là, ça c'est difficile en bouche. Je vois bien, il essaye ou elle essaye, mais ça c'est pas beau, ça sort pas bien. Donc on va réécrire. Parfois, je dis aussi aux comédiens, prenez le texte. C'est moi qui l'ai écrit, allez-y. Réécrivez pour que dans le palais, dans l'organique de vous, ce que vous êtes, ce texte-là, il soit à vous. Et ça ne me dérange pas du tout. Allez-y, sauf si, évidemment, le sens diffère. Mais dans la formulation, j'aime bien aussi que les comédiens se disent, et comédiennes se disent, c'est à moi, ça c'est à moi. Et que chacun des partenaires de travail puisse dire, ce territoire-là, il est aussi à moi. Je le partage, mais il a un peu de moi aussi, dedans. Claro, la co-creación. Exactement. Por Ça s'appelle supuesto, collectif. el colectivo y la co-creación. Me encanta lo que dices, estás hablando de tu equipo, que me da una envidia tremenda tener un equipo que llames familia, con el que has ido creciendo y creando un lenguaje propio y una estética propia. Y también has hablado un poco del proceso de trabajo que tienes con ellos, cómo tú vas creando en un principio todo el universo, lo pones en la mesa en la primera lectura, y aquí viene la co-creación, cada uno se lo lleva y propone orgánicamente desde su lugar sus propuestas, y viene este juego de colaboración que es fantástico y que así debe ser cualquier création, ¿no? Je pense aussi, et puis il y a une chose très forte aussi dans ce groupe-là, puis dans la façon dont j'aborde l'artistique. Pour moi, il n'y a pas d'autorité. Disons que le centre de la création, c'est la confiance. Je n'ai pas à faire preuve d'autorité. Cette équipe-là, elle me fait confiance. Elle comprend aussi pourquoi c'est important pour moi de parler de ces choses-là, de monter ce spectacle-là. Et chacun va se mettre dans des places différentes. On n'a pas une place. Je fais aussi les costumes. Tout d'un coup, la créatrice lumière, elle va aller bricoler, elle va inventer des systèmes. En fait, on n'a pas de place déterminée. Et d'ailleurs, ça, je me rends compte maintenant, après plusieurs créations, parce qu'il y a beaucoup de choses inconscientes chez moi quand je crée. C'est-à-dire que pendant un an, je suis vraiment dans l'intellect. Je vais ramasser beaucoup de matière sur l'auteur, sur l'époque, sur pourquoi il a écrit, pourquoi moi j'ai envie d'écrire dans ses pas, dans son empreinte. Pendant un an, ça va être très intellectuel tout ça. Et puis, tout le travail, ça va être le premier jour de dire « je ne sais plus rien, je ne sais plus rien ». Et maintenant, on va laisser l'inconscient aller ramasser toutes les choses qui sont importantes et qui font aussi écho à chacune des personnes que j'ai en face de moi. Et puis, du coup, il n'y a pas de chef. Voilà. Pour moi, il ne doit pas y avoir de chef. En tout cas, cette place-là, elle est mobile, elle est fluctuante. Voilà, Tiffaine Bureau qui fait toutes nos créations lumière. Ce jour-là, il y a un atelier à faire, c'est elle qui dirige. Et je la laisse, et je dis à l'équipe, c'est Tiffaine. Aujourd'hui, c'est Tiffaine parce qu'il y a à faire ça et elle est compétente pour ça, elle a envie de le faire. Moi, je vais m'occuper d'autres choses. Et ça pose aucun problème. Et c'est en ça que je vois qu'une société, on va dire, idéale et utopique pourrait exister. Sí. Elle pourrait exister. Es bellísimo lo que dices. La generosidad para crear donde no hay esa autoridad. Hace mucho que superamos esta idea vertical del director tomando todas las decisiones, ¿no? Máxime que es un colectivo, como bien dices, y que permites que cada quien tenga su momento, su lugar, su voz, y que vaya guiando, y que tú lo permitas. Y me encanta esta idea que dices de vaciarte, es decir, ya está todo listo y ahora vamos a empezar con la creación viva, ¿no? Porque muchas cosas pueden suceder que no están previamente definidas en el papel. ¿No? Una cosa es dirigir aquí y otra con todas las
cuerpos, mentes y la creatividad de todos. Hablaste también del público, que siempre partes del público y que siempre piensas en el público y la diversidad de público que tienes. Hace un momento platicabas de que tú estás en una zona de Francia específica. Cuéntame, ¿quién es tu público? ¿Quién va a ver tus obras y cuál es tu público ideal, si es que eso existe? Ah, non, je sais. Je ne sais pas, en fait. Le public idéal, ça va être celui, en fait, ça va être les spectateurs et spectatrices qui vont réussir à lâcher leur journée, lâcher leurs problèmes, lâcher même leurs préjugés et rentrer dans ce nouveau monde-là. Nous, on fait beaucoup aussi de séances scolaires et c'est très important pour nous. On fait, en général, quand on fait une création à Antea, donc on est compagnie associée à ce lieu qui s'appelle Antea, à Antibes, qui est un lieu extraordinaire avec une grande mixité de propositions artistiques et c'est un lieu de création extraordinaire. On fait beaucoup de soirées, on joue pendant à peu près 3 semaines, 1 mois, et on fait aussi des scolaires l'après-midi. Et souvent, on en a 2. On a scolaire l'après-midi, soirée, tout public le soir. Et que ce soit pour moi ou pour l'équipe, c'est un grand bonheur parce que aussi les jeunes gens souvent viennent au théâtre avec beaucoup de préjugés, avec beaucoup de freins, avec beaucoup de ils sont frileux, ils arrivent, ils sont pas bien, on les a traînés là, ils n'ont pas choisi. Et le théâtre c'est vieux, et le théâtre, voilà, ils ont plein de préjugés. Et puis le spectacle commence et souvent les débuts. C'est là où on donne tous les codes iconographiques de l'image, de comment on va jouer le jeu ensemble. Il y a des codes. Ils comprendront très rapidement que quand il se passe ça, il y a une incidence ici, etc. Eux-mêmes vont être maîtres du spectacle. C'est-à-dire qu'il y a une interaction énorme. C'est pas nous qui détenons tout. Il n'y a pas de vérité pour moi. Donc, il n'y a pas de vérité qui est donnée sur le plateau. Il y a juste un jeu. Il y a des codes. Et quand il se passe ça, ça provoque ça. Et qu'est-ce que ça vous provoque, vous? Ça, je ne peux pas le décider. Ça, c'est eux qui vont le décider. Donc, en jouant ce jeu-là, eux-mêmes vont inventer aussi un deuxième spectacle. C'est-à-dire, moi, je propose un spectacle avec des codes, en leur donnant les outils pour y jouer. Et eux-mêmes, ensuite, vont inventer un deuxième spectacle. Et c'est ça, et c'est là que ça m'intéresse. Donc, ces jeunes gens, souvent, à la fin du spectacle, parce qu'on a des discussions, parce que je ne les laisse pas repartir comme ça, à la fin du spectacle, nous disent « Oui, mais ça, c'est pas du théâtre ». Et je leur dis, mais il y a autant de formes de théâtre qu'il y a de formes de cinéma, par exemple. Quand vous allez voir un film d'amour, on va dire, que vous sortez, que vous n'avez pas aimé le film, vous ne dites pas « Je n'aime pas le cinéma ». Vous dites à la rigueur, je n'aime pas les films romantiques, je préfère les films d'action, puis vous allez retourner au cinéma. Le théâtre, vous avez tendance à dire, vous avez vu quelque chose qui ne vous a pas touché, bon, et vous avez le droit, mais vous dites, je n'aime pas le théâtre. Comme si le théâtre était figé dans une case et qu'il n'y avait pas des millions de propositions, en fait. Donc, on leur explique que si. Alors, on leur dit, vous avez vu des acteurs en vrai, ces acteurs ont donné, il y avait de la sueur, il y avait de l'émotion, oui. Il y avait du texte en direct, oui. Il y avait une histoire qu'on vous a racontée, oui. Et bien, c'est du théâtre alors. Le reste, ce sont des outils, comme les vidéos, comme les lumières, c'est un outil. La musique, c'est un outil narratif. Et donc la vidéo, c'est un outil narratif comme un autre finalement, comme les costumes, comme la scénographie, comme tout ça. Et ça, c'est très intéressant. Et du coup, on vient à parler de qu'est-ce que ça vous a fait. Et c'est là qu'il nous raconte le deuxième spectacle. Et c'est là que ça m'intéresse beaucoup. Parce que ce que j'essaie de faire dans l'adaptation et dans la mise en scène ensuite, c'est de mettre plein de portes. Puisqu'il n'y a pas un public, il y a plein de spectateurs et spectatrices. Donc je vais essayer de faire en sorte que chacun puisse rentrer par une porte différente, en fait.
ceux qui ont un cerveau comme ci, comme ça, ceux qui sont plus sensibles à ça. J'ai déjà un panel de spectateurs dans l'équipe. Donc je vais essayer de voir comment ça fait écho chez eux et d'aller chercher des petites portes d'entrée et des petites portes de sortie. Et là, c'est ce qui m'intéresse, c'est quand ils me racontent le spectacle. Parce qu'ils ont une vision, du coup, ils ont une vision un tout petit peu différente. Et ça, je trouve ça très beau parce qu'ils ont créé leur spectacle en venant voir un spectacle. Et ça, c'est très beau, je trouve. Qué belleza, porque claro, me queda claro cómo tu teatro puede atraer a la gente joven, a la gente más tecnologizada, que tiene estos lenguajes mucho más apropiados, y de repente la gente que va al teatro más clásico, como bien dices, llegas con un prejuicio de lo que tú imaginas o conoces como teatro, ya sea el teatro convencional y esto de repente te saca de esa caja, o viceversa, ¿no? Llegas con una idea preestablecida y descubres que hay otros lenguajes, otras narrativas. Lo que más me gusta de tu teatro es cómo la forma realmente se vuelve narrativa, poética, contenido, tiene un sentido muy fuerte. No es el espectáculo simplemente, sino que está contando la historia. En el caso de 1984 específicamente, va tan bien con tu estética, es tan evidente que funciona muy bien con tu estética. ¿Qué exactamente te lleva a hacer esta pieza ahora justamente? Alors, je vais juste dire une chose, c'est que l'esthétique, elle vient aussi du partenariat vraiment avec Polo. C'est-à-dire que moi, je vais rêver de choses et je ne sais pas les faire, moi. Claro, la traducción viene j'ai con dans la creación de Paolo. Et lui, il va jeter énormément de matière qu'il a faite. Hein. Mais pareil, pendant un an, il va me proposer des images, il va me proposer des couleurs, il va me proposer une iconographie aussi. Parce que c'est nos images, elles ne sont jamais réalistes. Elles sont là pour créer un autre monde, pas pour imiter le monde de tous les jours. Encore une fois, pour inviter le ou la spectatrice à rentrer dans un monde tout nouveau, dans lequel on va habiter tous ensemble. Et lui, il va me proposer beaucoup de choses. Lui, parfois, il a un imaginaire qui est complètement différent du mien. Alors, parfois, ça me pose problème et du coup, je vais lui dire « Ah, ça me touche moins, tout ça ». Ou parfois, il va même... je vais croiser son imaginaire et je n'avais pas du tout envisagé cette iconographie-là, mais c'est intéressant. Et du coup, tout ça va être mélangé de nos deux enfances, puisque lui, il a aussi ce côté de l'enfance par rapport à l'image. Il est arrivé étranger en France, il a appris la langue à travers la télé, pareil, dans la même situation que moi finalement. Et du coup, l'image, elle raconte beaucoup, en fait. Elle est de l'ordre de l'émotionnel. Es dramaturgia. Oui. Tu imagen es dramaturgia. La tecnología se usa narrativa y dramatúrgicamente. Elle va raconter parallèlement aux mots des choses. Et parfois, elle va même être un paradoxe par rapport au verbe. Et ça, c'est très beau aussi. Parce que, par exemple, quand on travaillait donc, en mise en scène, ce que je disais tout à l'heure, j'essaie de partir vide. Et tout d'un coup, alors, j'étais pas complètement partie vide parce que je voulais que les protagonistes soient suspendus, c'est-à-dire dépossédés de leur corps. Comme on les dépossède de leur identité, de leur mémoire, on va aussi les déposséder de leur corps. Donc, je voulais qu'ils soient attachés et qu'ils soient dans les airs et que ce soit la main armée du parti qui les manipule, qui manipule même leur corps et qui les dépose à l'endroit de leurs souvenirs pour revivre leurs souvenirs, pour complètement effacer cette mémoire au fur et à mesure. Chaque souvenir vécu est écrasé dans la mémoire. C'est vraiment le fonctionnement d'une dictature, c'est-à-dire effacer la mémoire pour pouvoir remplir le cerveau d'une nouvelle mémoire et de nouvelles règles. Et du coup, voilà, cet imaginaire, il va aller se construire. On travaille de façon très empirique. Tout d'un coup, je vais dire, je voudrais que, alors avec le moteur, est-ce que tu peux faire une élévation de ce personnage-là et que l'autre reste au sol et qu'il se tienne tellement fort jusqu'au bout et que ça dure
Et puis, quand ils peuvent plus se toucher, allez, on repart sur autre chose. Et pareil, du coup, Polo voit ça. Il me dit, moi je peux te proposer ça, des prospectus de la dictature qui volent autour d'eux, etc. Et allez, on y va. Il va créer un laboratorio real, incluso con todos los elementos técnicos. Estás en el momento, in situ, creando. Tout va ensemble. Claro, en fait. Todo al mismo tiempo. C'est pas une démonstration technique. Oui, je sais. Voilà, c'est ça en fait. Parce que si c'était une démonstration, lui, il ferait des images. Ça vient de la nécessité de personnages. Et ça vient de là maintenant. C'est de là. En répétition. En répétition. En répétition, il se passe ça. Et moi, je suis émue. Je suis aussi la première spectatrice. Je suis émue, je me dis, si moi, ça m'émeut, d'autres gens, je l'espère en tout cas, seront émus. Et ça me parle beaucoup parce que je regarde toujours pareil. L'équipe, c'est la première catharsis en fait, l'équipe. Wow. C'est que je sens, quand il y a eu un moment qui s'est passé de répétition, je sens dans la salle parce qu'ils sont tous là. Et du coup... Los creadores teniendo una catarsis en el salón de ensayos. C'est beau, ça. Je fais ce métier pour ça. Lo que estás creando con los elementos, en esa alquimia de ese momento. ¿Y cómo logras el equilibrio con lo humano, con la proporción del cuerpo humano, que la palabra, el gesto simple, no sea apabullado de esta técnica, ¿no? Que el gesto no mate al texto, que el gesto, digamos, técnico, tecnológico, no mate al cuerpo del actor. C'est une vigilance de tous les instants. C'est-à-dire entre waouh, l'image est tellement belle, waouh, c'est trop beau. Et là, attends, il est où le personnage? Où est-ce que qu'est-ce qu'il dit? Voilà, qu'est-ce qu'il raconte? Il faut qu'on écoute ce qu'il dit. Et encore une fois, l'humain est au centre de la création, toujours. Si je sens que l'humain s'évapore, alors j'ai plus de raison de faire ce métier et de faire ces spectacles-là. Donc, et c'est un mode de travail, c'est une façon de travailler qui demande énormément aux comédiens. C'est un jeu très particulier. Et d'ailleurs, on le voit, moi je travaille avec une personne nouvelle à chaque fois dans le groupe. J'ai toujours des comédiens ou comédiennes avec qui connaissent la façon de travailler. C'est un peu comme au cinéma. Parfois, on attend pendant très très longtemps. Donc, ils se prennent en main, ou ils vont faire du décor, ou ils vont faire des italiennes, ils vont répéter le texte, etc. Mais ils savent comment ça fonctionne et ils savent le mode de jeu que ça demande. C'est-à-dire que c'est entre le théâtre et le cinéma. C'est-à-dire que si c'est trop théâtral, avec l'image, il y a quelque chose qui va pas, qui n'est pas assez dans la vie. Si c'est trop cinématographique, l'image mange complètement le théâtre. Donc en fait, c'est un équilibre très subtil à demander au comédien d'abord, parce que je me préoccupe beaucoup de lui dans la direction d'acteur. Tout doit être millimétré, tout doit être parce que c'est très timé. C'est vraiment une orchestration. D'ailleurs, le temps de l'orchestration, c'est une horreur. Ça, c'est le moment que j'aime le moins. C'est vers la fin, là, avant la première, où il faut que tous les domaines dialoguent, mais de façon très rythmique. C'est-à-dire que s'il y a une demi-seconde de retard sur la lumière ou sur la vidéo ou quoi, ça marche pas. Ça marche plus. Ou que le comédien ne dialogue pas avec les autres domaines, parce que le comédien, lui, il est rattaché à tout l'orchestre. C'est-à-dire que si l'orchestre a un petit couac comme ça, lui, il va être ébranlé par ça. Si lui, il a un petit couac, c'est tout l'orchestre qui doit rattraper. Et ça, on n'a aucun problème. Mais lui, il ne peut pas être ébranlé par la technique, il ne peut pas être déstabilisé par la technique. Ce n'est pas possible. Et lui, il doit être préservé dans ce qu'il a à faire. Et je leur demande toujours une intensité de jeu, mais qui est un endroit, je ne saurais pas l'expliquer, qui est entre les deux. Et du coup, je travaille qu'avec une personne nouvelle à chaque fois, pour que les autres puissent l'entourer, puissent le porter, pour qu'ils puissent observer chez les autres l'endroit de jeu qui est très sur un fil.
Es interesantísimo lo que estás diciendo, porque si bien estás entre el teatro y el cine que requiere de cierta contención porque la cámara lo amplifica, el teatro que requiere de proyección, máxime que estás en una serie de pantallas, ese equilibrio tan sutil del que hablas requiere de una actuación muy precisa, muy potente, que dialogue con todos los demás aspectos sin perder esa esencia humana de la historia que estoy contando, ¿no? Creo que eso es de los retos más importantes que tienes como directora, y ahora entiendo por qué desde la adaptación, desde la escritura, estás pensando en lo visual. Estás resolviendo ya esa, digamos, expansión hacia lo visual, porque todo va entretejido de una manera muy orgánica desde el inicio. C'est ça. Et intensa. Oui, c'est-à-dire que... No teatral. C'est ça. Et cinématographique. Alors, ils se moquent souvent de moi parce que je dis, ça doit être comment dire, drôle mais pas rigolo. En fait, je ne leur parle que en paradoxe. Si. Ça doit être ceci mais pas cela. C'est le même endroit, en fait, c'est le même territoire, mais à une virgule près, à une intensité près. Donc c'est très... Et d'ailleurs, c'est du spectacle vivant. Donc il y a des représentations où je vais leur dire, là, tu as dépassé... Je leur parle de borne d'alerte. Là, tu as dépassé la borne. Tu es allé trop loin. Et ils ont un couloir très... En même temps, ils ont un espace de jeu immensissime. Et une liberté de jeu immensissime. Et encore une fois, on est sur le paradoxe. Et un couloir de jeu très, avec des bornes. C'est comme un funambule, en fait. Ce sont vraiment précisément... Alors, l'acteur est un funambule, déjà. Mais dans ce type de dispositif, c'est encore plus dangereux. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de filet en dessous. Voilà. Pas de filet. S'il tombe, pour moi... le spectacle n'est pas à l'endroit où je le voulais. Après, je ne vais pas les gronder, je ne vais pas les disputer, je ne vais pas être en colère, mais j'en ai pas besoin, puisque eux-mêmes sont tellement contris d'avoir pas été dans le bon endroit que moi, j'ai même rien à faire. Et quand ils me voient, ils me disent ouais, ce soir. Mais c'est la beauté du théâtre aussi, c'est que demain, on pourra revenir sur le fil et on pourra traverser ce spectacle d'une façon tellement belle, parce que hier, on a vacillé, mais en même temps, c'est le jeu. Et après, c'est ce que je leur dis aussi toujours, le public, lui, il n'a pas vu la perfection de ce spectacle. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était ça. Integra el público finalmente todo. Pero por lui. Es tan difícil como director depender tanto de esa... Cuando todo se integra, la belleza surge. Cuando el timing es perfecto, esa luz, ese gesto, esa pantalla, esa es la perfección que da esa imagen total del teatro, y hay tantos elementos de los que estás dependiendo. Pero como bien dices, si finalmente el corazón de todo está ahí en la historia, en el actor contando esa historia, el público termina por fill in the blanks, ¿no? Llenar los huecos que posiblemente fallen. Dime otra cosa, otro de los distintivos del Collectif 8 es que trabajas con textos clásicos, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué? ¿Por qué no textos contemporáneos? ¿Por qué no crear tus propios textos? Alors, d'une part, j'ai lu beaucoup de grands auteurs et j'ai une admiration phénoménale pour ces gens-là. Et je ne m'estime pas encore assez grande pour écrire mes propres textes. Même si j'en écris, ils sont dans mon ordinateur. Pour quand je serai plus grande. Et pour l'instant, je trouve que... Alors, première partie de la réponse, je trouve que ces auteurs-là, on ne doit pas les oublier. On les étudie à l'école, tout ça, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va rentrer dans le cœur
de leur écriture, dans le cœur de leur bataille politique. On va les lire à l'école et puis on va faire une analyse plus ou moins juste, plus ou moins élégante. Voilà. Ces auteurs-là, pour moi, ils ont besoin d'être réappropriés, de les faire revivre en fait, de les faire vraiment revivre. Pas juste en les lisant, c'est déjà bien, hein, mais en leur donnant de la chair, en leur donnant de l'actualité. Parce que, voilà, Orwell, nous, ce spectacle, on l'a créé en 2020, enfin 2019 précisément. On a joué 10 jours entre la liberté et le confinement. Que ce soit pour nous ou pour le public qui était présent, on était complètement sidérés. Parce qu'on vivait dedans, dehors, le théâtre, la même situation. Si. Et un auteur qui a écrit ça en 1948, qu'il revive, qu'il soit là à nouveau présent comme une sorte d'hologramme qui a traversé le temps, pour nous dire ne permettez pas que cela arrive, cela dépend de vous, ce qu'il a dit sur son lit de mort. Et c'est déjà arrivé, hein? Voilà, bien sûr, c'est déjà arrivé. Pour moi, c'est vital. C'est-à-dire qu'on leur doit ça. Nous, on est mortels, on le sait, il faut arrêter d'oublier ça. On a une vie, c'est un temps assez court sur cette planète, et eux aussi, ils ont eu ce temps-là. Et c'est beau aussi quand des gens qui savent qu'ils vont mourir vont aller chercher ces gens qui ne sont plus et leur dire viens habiter mon temps, viens raconter ce que tu avais à raconter dans ton temps aujourd'hui. Ah, c'est étrange parce que quand même il y a des grandes similitudes. Et c'est aussi une façon de dire aux gens réfléchissez, analysez, ne vous laissez pas emporter par cette toile d'informations, ces réseaux sociaux, ces informations qui finalement sont de la désinformation. Réfléchissez. Venez dans une salle de théâtre, venez vivre cette communion-là, venez réfléchir sur ces gens qui sont revenus de leur temps pour venir nous parler à l'oreille et nous dire « Vous savez, il s'est passé des choses entre ma mort et votre temps présent. » Et ces choses-là, elles peuvent arriver à nouveau. Et je trouve que c'est très important de les faire revenir sur le devant de la scène. Et c'est eux qui viennent me chercher d'ailleurs. Enfin, sans parler de mysticisme, je ne suis pas du tout mystique. Oui, mais je comprends. quand le monde me traverse, à ce moment-là, je suis comme une sorte de chose très poreuse. Et c'est eux qui viennent me chercher en vrai. C'est pas moi qui me dit je vais aller chercher tel livre ou tel livre. C'est tout d'un coup dans mon cerveau en fait il y a cette chose en plus qui arrive, c'est-à-dire Orwell. Tiens, ce qu'on vit là et donc c'était avant le confinement, hein, c'était 1 an avant puisque j'ai décidé de travailler sur ce texte-là 1 an avant. Et il y a une chose qui était très jolie aussi, c'est que 1 an après, on a rejoué dans les petites fenêtres de non-confinement. Et il y a des spectateurs qui étaient venus avant le confinement voir le spectacle, ils sont revenus et qui me disent « Non mais vous avez changé le texte. » Je dis « Non, mais c'est la situation qui a changé. Vous avez changé des choses dans le spectacle, c'est pas possible. » Je dis « Non, c'est pas le spectacle qui a changé, c'est vous. C'est vous qui Parce que vous avez vécu quelque chose qui fait écho à ce spectacle-là en fait. Donc vous le vivez complètement différemment. J'ai oublié la deuxième partie, je t'ai dit, voilà, la première partie c'est ça, de la réponse, la deuxième partie, je sais plus. Et pourquoi j'écris pas mes propres textes, voilà, en fait. Digo, entiendo muy bien cómo te da un sustento, un texto clásico para tú expandirte creativamente y la solidez de una historia, ¿no? Oui, pardon, ça y est, ça m'est revenu la deuxième partie. C'est que quand je sens arriver des choses dans le monde, encore une fois, je ne suis pas connectée à l'univers de façon mystique, mais tous ces gens-là, tous ces auteurs un peu qui ont presque prédit l'avenir, ils ne sont pas mystiques, en fait, c'est juste qu'ils observaient ce qui se passait dans les sociétés, dans le monde, et que tout d'un coup, ils prenaient l'information, ils la développaient, et ça donnait l'avenir. Ça n'a rien de mystique, c'est juste de l'analyse, en fait. Et du coup, j'ai encore oublié ce que je voulais dire. Ils ont des sens. Oui, et du coup, ce qui m'intéresse, c'est que quand je sens que quelque chose arrive, ou quand quelque chose vient de se passer et qui m'a traversée,
j'ai pas envie d'en parler de façon frontale. Claro. Je trouve que de prendre une œuvre qui n'en parle pas forcément, dont c'est pas forcément le sujet, mais qui l'aborde en périphérie, je trouve que c'est plus intéressant parce que le public, je ne lui dis pas « attention, regarde ça, C'est ça fais qui passe ça ». aujourd'hui. Pour moi, 84, ça parle des réseaux sociaux, ça parle de la surinformation, ça parle de donner ses données personnelles où on ne sait pas à qui, à Big Brother, qui est ce Big Brother. Ça en parle déjà, mais d'une autre façon. Et d'ailleurs, quand on parle aux jeunes gens et qu'on leur dit en séance un peu voilà, de débat et de dialogue, je leur dis, mais ça ne vous fait pas peur, vous? Vos téléphones ont des micros, ils ont des caméras, vos ordinateurs. C'est ça, les Big Brother. Voilà, et ils me disent oh, bah, non, nous, on n'a rien à cacher. Je dis, aujourd'hui, oui. Imaginez que demain, un dictateur ou une dictateur arrive au pouvoir et aujourd'hui, je ne sais pas, vous êtes fan de jeux vidéo, un exemple, n'importe lequel. Et demain, ce dictateur ou cette dictateur arrive au pouvoir et dit tous les gens qui sont fans de jeux vidéo sont des criminels, je les mets en prison. Je leur dis alors, vous ferez comment? Parce que ça, cette information, c'est déjà là, partout. Tout le monde a accès au fait que vous jouez aux jeux vidéo et que vous aimez les jeux vidéo. Vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière. Tout ce que vous postez, ce que vous mangez, les gens avec qui vous êtes... Que vous savez donner librement, voilà, vous volontairement. consentez à donner votre intimité. Alors aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas criminel. Qui vous dit que demain, ça ne le sera pas? Il y a, par exemple, c'est un roman qui m'a beaucoup marqué, mais Handmaid's Tale, c'est vraiment La Servante écarlate. C'est Handmaid's Tale, je ne sais pas si je le dis bien. Handmaid's Tale. C'est exactement ça. Du jour au lendemain, les femmes n'ont plus de compte en banque, mais parce qu'un nouveau système politique s'est imposé, et on le sait, c'est déjà arrivé, et on le sait, ça peut arriver à nouveau, mais dans n'importe quel pays, même un pays libre, même un pays qui accepte toutes les différences, voilà, qui dit que demain, être roux ne considérera pas un délit, être un délit, voilà, on n'en sait rien de ça. Et je leur dis, quand même, quand vous regardez ce qu'a écrit George Orwell, il ne connaissait pas, hein, lui, les réseaux sociaux et tout ça, mais c'était déjà là, parce que c'est une stratégie de pouvoir, ça, d'obtenir les informations intimes, d'effacer les mémoires, de modifier les mémoires. C'est une stratégie politique pour imposer des choses de dictature ou de politique extrême. Je veux dire, il parlait déjà de nous. Et nous, on doit écouter ce qu'il a à nous dire à ce moment-là. Donc, j'aime bien prendre des œuvres qui ne parlent pas forcément, parce qu'on ne parle pas de réseaux sociaux dans le spectacle d'Orwell, mais quelque part, ça fait écho. Et quelque part, les gens, en sortant du spectacle, se disent « Ah oui, quand même, cette histoire d'être dépossédé de notre identité, de tout ce qu'on fait à tout moment, ça me rappelle quelque chose. » Et ça m'intéresse plus parce que ça veut dire que le cerveau des spectateurs, spectatrices est actif. Plutôt que de lui dire « attention ci, attention ça », tout d'un coup, c'est lui-même qui va créer le lien neuronal entre ce qu'il est en train de voir et ce qu'il est en train de vivre. Et encore une fois, ça m'intéresse plus que lui fasse ce pont, qu'il le crée, que son cerveau soit actif, en fait, dans le spectacle. Claro. ¿Y qué es? Has dicho varias veces que cuando las palabras, el texto te atraviesa o las ideas o los temas. ¿Cuáles son estos temas que te atraviesan, que te interesan? ¿Tienes una... depende del momento que estás viviendo, depende de qué? Oui, je crois que ça dépend beaucoup de ce qui rentre en moi. Après, il y a une chose que j'observe, mais ça c'est après plusieurs spectacles, encore une fois, il y a beaucoup d'inconscient en fait dans tout ça. Mais je crois que je parle beaucoup de l'enfermement en fait, en vrai. Dans un spectacle, j'ai créé une cage avec deux personnages qui sont enfermés dans cette cage, comme une sorte de, je voulais une sorte de volière, une cage à hamster, quelque chose comme ça. Donc c'est déjà une cage. Là, c'est une salle de torture numérique dans 1984. Et en fait, quand je réfléchis à tous les spectacles que j'ai pu initier et mettre en scène, c'est toujours une histoire d'enfermement en fait. Donc quelque part, je pense que c'est dû peut-être aussi à mon histoire, peut-être d'avoir été enfermée dans des cases,
dont il a fallu que je m'échappe, et pour retomber dans une autre case, dans une autre cage. En fait, je pense que c'est un trajet aussi en tout cas de pousser les murs à chaque fois et d'essayer de sortir de ces cases, de ces cages, des choses qui nous enferment, des choses qui enferment notre potentiel aussi, qui enferment notre humanité. Et du coup, effectivement, c'est beaucoup le monde qui m'entoure qui va venir me chercher, en fait, qui va venir rentrer. Et je ne regarde pas les informations, très peu, parce que ça me tétanise, en fait. Quand je vois l'état du monde, je me dis, mais comment on en est arrivé là? Comment c'est possible? Comment les humanités peuvent être desséchées à ce point-là, en fait? Mais ça traverse quand même, hein. Voilà. Et puis moi-même, avec les objets technologiques qui m'entourent, comment je les appréhende, comment tout d'un coup je vais aller dans les réseaux sociaux, puis comment je vais me retrouver complètement enfermée et avoir cette sensation de suffoquer, et puis comment je vais m'enlever des réseaux sociaux, comment tout d'un coup je vais du coup avoir envie d'en parler, de me dire alors c'est normal d'être dans un réseau social, de photographier tout et n'importe quoi, de parler de tout et n'importe quoi, de donner des informations qui sont complètement fausses, de relayer des informations qui sont fausses. Ça, je le vis en fait, je le vois et ça m'inquiète beaucoup. On va dire que la racine de tout ça, c'est peut-être mon inquiétude face au monde, que je trouve absolument pas humain, mais vraiment déshumanisé totalement. Alors qu'à l'intérieur, il y a plein d'humains extraordinaires. Mais les philosophes, les gens qui analysent, les artistes, ils sont complètement écrasés par cette masse d'informations, de chats qui tombent et qui sont mignons, de petits chiens qui aboient et qui font comme ça, voilà, et qu'on se transmet en reel sur les profils, de trucs qui sont mignons, qui racontent rien. Et la profondeur, tout ce que l'humain en fait a à faire sur cette planète, tout ce qu'il a à échanger avec l'autre est complètement entassé au fond là. Et puis plus il y a de choses superficielles et anecdotiques et fausses, plus cette humanité là qui demanderait à développer tellement de choses extraordinaires est entassée. Elle est tassée vraiment, quoi. Et c'est compliqué, je trouve, pour les humains qui ont, on va dire, qui ont ce battement humaniste. C'est compliqué de s'exprimer quand même, hein. Et ben, je me dis, j'ai la chance de pouvoir le faire. Le théâtre, c'est une tribune politique au sens noble du terme, police, la cité, les affaires de la cité, l'humain en fait. Je me dis que j'ai une chance, mais incroyable. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, pour tous ceux qui sont dans des prisons parce qu'ils ont tenté aussi d'exprimer des choses humaines, etc., pour tous ceux qui n'ont pas de voix, on se doit aussi en tant que groupe de dire les choses, de les mettre... on a, je sais pas, je ne sais combien de spectateurs, spectatrices qui sont là, qui sont venus écouter ça, qui sont venus écouter cette humanité. On a une responsabilité qui est énorme. Et parfois, ça me fait peur d'ailleurs, hein, parce que je me dis, oui, il faut que je sois complètement honnête par rapport à l'auteur, à l'œuvre. Il ne faut pas que je le trahisse. Ça, c'est une chose qui me fait énormément... J'ai toujours peur de le trahir. J'essaie à chaque fois de me reconnecter avec l'œuvre, avec ce qu'il racontait, etc. Et ça, c'est une vigilance extrême aussi, mais que je transmets aussi aux comédiens, à toute l'équipe artistique, parce que parfois on oublie les dramaturgies de base, qui étaient à l'entrée en fait du spectacle. Parfois, ça fait 5 ans qu'on tourne ce spectacle. L'autre fois, j'ai quand même été obligée de redire comment le spectacle, oui, et puis sur quoi le spectacle fonctionnait. C'est parce que les personnages, qu'on les oblige, qu'on les invite à se remémorer les choses, qu'ils revivent ces souvenirs, que la machine calcule les souvenirs, les remette dans ces situations, qu'ils vivent ces situations et que c'est grâce, parce que c'est une sorte de dispositif technologique, c'est grâce au fait qu'ils les revivent qu'on peut les effacer de leur mémoire pour qu'ils deviennent à la fin des coquilles vides dans lesquelles on va pouvoir balancer tellement de choses toxiques, mais qui seront bonnes pour la dictature et le pouvoir. C'est ces choses-là que voulait raconter Orwell, c'est ces choses-là que je me dois de raconter. Et encore une fois, pour tous ceux qui n'ont pas de voix,
qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, de défendre aussi cette humanité-là, on se doit, nous, d'être extrêmement rigoureux, extrêmement respectueux. On ne fait pas du théâtre pour rien. Claro, porque además si no haría cine, lo tendrías grabado y no habría que revivirlo cada vez, replantear esa humanidad. Hay una necesidad de esa comunión. El teatro nos convoca, es de los pocos espacios que todavía nos convocan presencialmente para generar en tiempo real esa conexión con el público, esa reflexión acerca de cómo vemos nuestra verdad, nuestra realidad. Y de ahí esa responsabilidad tan énorme. Et c'est la force du théâtre. Moi, j'adore le cinéma, mais vraiment. Hein. J'aime les univers, justement, iconographiques, des inventions folles, des codes aussi, des codes cinématographiques que j'aime beaucoup. Mais rien ne peut remplacer cet instant où l'humanité est dans la place et qu'on ne peut pas la déloger. Dans un théâtre, l'humanité, c'est celle qui occupe ce lieu. On ne peut pas l'expulser. Et d'ailleurs, toutes les dictatures qui arrivent en place, la première chose qu'elles ciblent, ce sont les théâtres, ce sont les lieux culturels, parce que ce sont des lieux de réunion, ce sont des lieux de débat. De pensamiento, de debate. C'est pour ça que ces lieux-là doivent être à tout prix défendus. Vraiment. Pas parce que, je ne le dis pas parce que c'est mon métier, je le dis parce que je pense que ce sont des lieux de résistance. Des lieux de résistance humaine, poétique, politique. Et que encore une fois, ce n'est pas pour rien que la dictature s'attaque à ça en premier, aux intellectuels, aux lieux culturels. Son de los primeros espacios censurados, ¿no? Por la convocatoria tan impresionante y la... Et puis, ce sont les lieux qui convoquent des projets, des initiatives. Ce sont des lieux qui vont se faire rencontrer des gens qui ont des objectifs, qui ont des envies de raconter, qui ont des envies de lutter. Voilà, c'est dans ces endroits-là que les connexions vont se faire. Donc, tu supprimes le lieu, tu supprimes toute résistance, tout groupe de résistance, en fait. Por supuesto. Dime, para terminar nuestra conversación, ahora, este otro aspecto, hemos hablado de tu aspecto de dramaturga, adaptadora, de directora, de generadora de esta creación colectiva, y tú como actriz. Cuéntame, ¿cuál es esta, qué te da este cambio de perspectiva? Y también, ¿cuándo es que eliges ir hacia allá? Y cuando estás siendo actriz, dejas completamente de dirigir, estás también en este otro aspecto del montaje. Après, voilà, c'est l'avantage aussi d'être un duo d'artistes avec Polo. On a tous les deux fait une formation de l'acteur dans une école nationale française. Et on est tous les deux comédiens et tous les deux metteurs en scène. Moi, ça a été un trajet un peu plus, on va dire, j'avais à travailler avec ma légitimité. Donc ça a été un trajet aussi interne d'accepter d'être là et de composer des choses aussi, moi. Mais en fait, on a toujours travaillé ensemble, on a toujours travaillé en collaboration. Et donc, quand j'ai besoin d'être comédienne aussi, parce que j'ai besoin en tant que metteuse en scène de savoir ce que ressent l'autre pour pouvoir le guider, en fait. Si je suis plus comédienne, je pense que je ne saurais plus quelles sont les problématiques que peuvent rencontrer les gens que je dois guider, en fait. Voilà. Ce que je ressens au plateau, les instincts que je peux avoir et la façon dont je l'exprime,
au plateau, je vais aller la reconnaître aussi en face. Je vais essayer de comprendre comment les gens fonctionnent. Et le fait d'être toujours connecté avec cette, on va dire, cette expérience-là du plateau concrète, c'est très important pour moi. Après, c'est très compliqué pour moi de trouver des rôles, parce qu'en France, à partir on va dire d'une quarantaine d'années, les femmes ont de moins en moins de rôles. C'est très complexe. Donc, parfois, je trouve des œuvres où je peux inventer un personnage qui n'existait pas, qui peut être ou homme ou femme, peu importe, qui peut avoir 20, 30 ou 50 ans, on s'en moque. Et là, voilà. Et je suis contente de reconnaître, même si ça me fait toujours un peu peur de retourner aussi au plateau. Enfin, l'un et l'autre me font peur. En même temps, c'est la peur aussi qui me donne aussi Très bien, qui me donne aussi des guides à cet endroit-là. Et puis après, quand je suis au plateau, après c'est compliqué parce que c'est aussi moi qui fais les adaptations, même quand je suis comédienne. Donc il y a quand même l'univers, j'ai quand même l'univers dedans. Mais par contre, quand c'est Polo qui est metteur en scène, tu laisses. Oui. Après, je fais beaucoup de propositions, mais parce que de toute façon. Je suis une comédienne qui fait beaucoup de propositions parce que j'ai besoin. Je joue en fait. On est des enfants. Enfin, le terme quand on part le matin, c'est on va jouer. Ce soir, on va jouer. On est des enfants. Donc, j'ai 10 000 propositions à la minute. J'adore ça. J'aime jouer en fait, vraiment. Et du coup, à lui de me guider, etc. Mais j'aime bien aussi qu'on me structure. J'aime beaucoup avoir une bonne structure pour pouvoir naviguer dedans tout en liberté. Pour moi, la contrainte, comme l'échec d'ailleurs, sont des belles choses. J'ai besoin d'avoir des contraintes pour avoir une liberté extrême. Oui. J'ai besoin de me tromper. C'est très belle. Pour réussir. Mais encore une fois, on oublie la connexion avec ce qu'on est en fait en tant qu'être humain. En tant qu'adulte, pour apprendre à marcher, il faut qu'on tombe. Un enfant qui ne tombe pas ou à qui on met un casque quand il choque et qui ne ressent pas la douleur quand il vacille, il ne va pas pouvoir trouver son centre d'équilibre. Donc oui, il faut tomber, oui, il faut se tromper, oui, il faut mettre des tonnes de choses à la poubelle. Mais parce que c'est comme ça, l'échec est toujours une graine de la réussite, je trouve. Et du coup, la contrainte est toujours un espace de liberté extrême. Donc, en tant que comédienne, j'ai besoin d'une structuration assez forte. Et là, à l'intérieur de ça, aller remplir, aller chercher des couleurs, des formes. Et ça, j'adore. Et de reconnecter tout le temps avec cet intérieur-là, ça m'aide aussi à aller guider chacun d'entre eux et elles. Parce que parfois, on ne fonctionne pas du tout pareil, mais je vois leur détresse. Quand je leur demande des choses et qu'ils n'arrivent pas du tout, je vois bien qu'ils sont de bonne volonté, de bonne foi et qu'ils n'y arrivent pas. Ça m'aide à aller chercher d'autres endroits avec eux. Voilà. Magnífico. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Me muero de ganas de ver tu obra. Creo que va a ser muy interesante confrontarla con el público mexicano. Ojalá puedas tener este diálogo posterior del que hablas con tus obras. Y pues muchísimas gracias. Un placer escucharte y conocerte como artista. Gracias de verdad. Para mí también. Muchas gracias. Buenas tardes.